La tradition orale, cette façon de transmettre par la voix sans passage par l'écrit, est l'une des plus vieilles formes artistiques et littéraires connues à ce jour. S'appuyant sur des récits, mythologiques, religieux ou historiques, des langues ou encore des chansons, cette forme d'art particulièrement développée avant la naissance de l'écriture a perduré jusqu'à nos jours. Il ne s'agit pas ici de retracer la genèse et l'histoire de l'oralité et du conte, mais plutôt de se pencher sur l'attrait toujours évident que ces derniers ont sur nous tous. Car la tradition orale est toujours le premier contact avec le récit, avant même la littérature écrite et figée. Après tout, n'est-ce pas ce que, en bibliothèque, nous faisons avec les bébés lecteurs et autres heures du conte ? Ce que les familles, les nounous ou les institutrices font avec les enfants lorsqu'elles leur racontent des histoires ? L'attrait récent mais indéniable des adultes pour les livres audio n'est qu'une continuité de ce besoin de se faire raconter des histoires. C'est cette tradition que fait vivre chaque année depuis 7 ans le Conte chez l'habitant, proposé par l'Artémuse et la médiathèque Simone Veil de Briec, chez nous, dans le pays glasique. Balades contées, spectacles pour petits et grands, en mars, on se laisse bercer par les voix, les instruments et les corps des conteurs et conteuses venus nous proposer leur langue et leur culture. En 2026, l'Italie était à l'honneur. Avec Sandrine de la médiathèque Simone Veil, nous avons eu la chance d'interroger Giulia Alimasi et Luigi Rignanesi sur leur fabuleux métier et leur passion. Le club VIP numéro 18, Giulia Alimasi et Luigi Rignanesi, c'est maintenant. Bonjour. 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 Buongiorno. Donc avec Sandrine, on est aujourd'hui au domaine de Carlis, en compagnie de Luigi et de Giulia, c'est ça ? C'est se prononce ça. comme ça ? Super. À l'italienne ? Même pas. Même C'est pas. plutôt latin, du latin. Latin. Pour la 7e édition du Conte chez l'habitant, qui se passe en partenariat avec les médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale et en particulier celle de Briec, d'où vient Sandrine. Voilà. Et en Aujourd'hui, plus, du coup, c'est en partenariat avec l'Artémuse, la salle de spectacle de Briec. Voilà. Et c'est un projet en fait qui est né il y a 7 ans pour une envie de promouvoir le conte, mais d'une manière très différente en privilégiant la proximité. Alors aujourd'hui au micro, donc nous avons un conteur et une conteuse. Pour commencer ce podcast, on aimerait bien avec Sandrine que vous vous présentiez au micro pour les auditeuristes qui ne vous connaîtraient pas. Bene, io mi chiamo Giulia. Donc, comme je disais, c'est un nom latin. C'était le compromis entre une mère italienne et un papa congolais. Et bien sûr, au podcast, on ne voit pas, mais c'est vrai que le côté métis de mes origines, en tout cas, ça se voit moins. Même si on m'a toujours dit, ouais, t'as un petit air, quelque chose. Voilà. Je viens de Riccione, à côté de Rimini. Ceux qui aiment les discothèques connaissent bien. Ceux qui aiment la culture beaucoup moins, parce qu'il n'y a pas grand-chose au niveau culturel, malheureusement. Et je suis en France depuis 15 ans. Bonjour, moi je m'appelle Luigi Rignanese, je suis moitié français, moitié italien. Et mes racines françaises sont dans la Loire et mes racines italiennes dans le Gargano, qui est la pointe de l'éperon de la botte italienne. Est-ce que c'était fait exprès, Sandrine, 2 conteurs avec des origines italiennes ou c'est le pur hasard ? C'est un peu le pur hasard. Parce qu'en fait, c'est vrai que les Caroline de l'Artémuse, eux, ils choisissent un conteur. Et nous, de notre côté, on essaye de choisir aussi un conteur en cherchant, en trouvant quelque chose qui nous plaise bien. Et puis là, voilà, 2 conteurs italiens. C'est parfait pour un dialogue entre 2 conteurs, justement. On se demandait avec Sandrine comment vous êtes venus au conte. Quel est votre parcours à chacune dans cet art ? Prego, ti No, lascio prego, la parola. no, Dai. no. No, ma ha già cominciato prima. Permessa alla maestra et così, sì. Dai, Non, mais... Et moi, je suis tombée dans le conte... le hasard qui fait bien les choses, la vie qui ne te donne pas tout à fait ce que tu avais prévu. Quand tu arrives en France avec des grands espoirs, l'amour, et en fait, per niente.
Et donc, plutôt que sombrer dans la dépression la plus totale, je dis bon, je prends les études, je continue. Moi, j'ai plutôt un profil social, interculturalité. Je travaille avec les migrants en Italie. Je fais un stage plutôt à l'UNESCO. Et bon, bref, tout un tas de choses qui n'allaient pas. Donc, je fais je fais du théâtre interculturel. Je l'ai étudié, Barbe, à Brooke. Je suis à Paris, Brooke. Et je suis tombée dans un super cours, Eva, ça s'appelait, c'est ça, École Voix de l'acteur, où on faisait plein de stages, dont un de contes, et la masterclass, à l'occurrence, était menée par Hassan Kouyaté. Et Hassan Kouyaté dit, mais cette chose qu'il fait, c'est quelque chose qui me touche profondément, et je veux en savoir plus, et de là, de curiosité en curiosité, donc... Voilà, je suis rentrée par la voie de Jelly, des griots, et je continue avec mes petits pieds. Et pour ma part, c'est aussi le hasard. Parce qu'en France, on ne peut pas dire que l'art du conte soit tellement valorisé et très connu. Et j'étais à Paris, je travaillais dans le show business avec Eddie Barclay. Pour les plus jeunes, ils connaissent le Café de la Gare. On travaillait à la télé. Enfin, j'avais une carrière dans le show business, j'avais 27 ans. Et puis, le show business, je travaille avec des comiques. Et les comiques sont des gens tristes, en dehors de la scène. Et je me suis dit, je ne vais pas faire toute ma vie là-dedans. Et je ne savais pas trop quoi faire. Et par le plus grand des hasards, j'ai rencontré ma voisine qui racontait des histoires. J'ai fait leur scénographie, mise en scène. Et puis, elles m'ont invité à raconter des histoires. Ça m'a plu. Je me suis renseigné. Et je me suis formé auprès de Bruno de la Salle, qui était un de mes premiers maîtres, Micheline Donoc, des grands conteurs. Et comme je jouais de la musique, parce que je suis intéressé par la musique populaire du sud de l'Italie, eh bien, j'ai mélangé les deux et j'ai découvert toute une revalorisation de ma culture italienne, où moi je viens du sud, c'est les terrones. Les terrones, c'est vraiment, comment dire, les cutéreux, voilà, c'est ça. Et dans le nord de l'Italie, il y a une fracture. Et j'ai découvert dans cette culture que j'avais eu la chance de côtoyer petit, dans des veillées où les gens chantaient, racontaient des histoires. Elle était imprégnée d'une culture mystico-magique et de mythologie grecque. Et que l'oralité était un trésor et que j'avais ça à exploiter. Et j'ai commencé. Et je me suis dit, tant que ça marche, je fais ce métier. Et ça fait 30 ans que je me promène dans le monde entier pour raconter des histoires, jusqu'à Briec, pour vous dire quand même. On va partout, quoi. Et ben justement, tu empiètes sur ma prochaine question parce que vous êtes tous les deux d'origine italienne et on se demandait comment cette culture italienne influence votre travail de conteur et de conteuse. Qu'est-ce que ça imprègne? Alors on entend chez toi, Yulia, il y a l'accent qu'on entend très chantant. Voilà, comment vous adaptez votre culture italienne à votre travail ou l'inverse d'ailleurs? Dai. No, vai tu, No, stavolta permesso, no, permesso. No, prego. Ok. Comment j'adapte? Je suis pas trop adapté. J'ai la chance d'avoir, et la malchance d'avoir une double culture, parce que quand on est enfant d'immigrés, eh bien, quand on est dans un pays, on n'est jamais d'ici, et quand on retourne dans le pays de nos origines, on n'est pas d'ici non plus. Donc on est toujours déchiré entre deux cultures. Alors pour les Italiens aujourd'hui, ça paraît moins flagrant que pour des gens racisés. Parce qu'ils ont une couleur de peau, une religion, etc. Et d'autres, les Italiens aujourd'hui, on les a assimilés, on va dire. Même il y en a un paquet qui vote RN. C'est une grande tristesse. Ils ont oublié. Et moi, non. Moi, j'ai jamais oublié. J'ai toujours eu un mal-être, on peut pas dire autre chose, qui s'est transformé en chance, parce que d'avoir deux cultures, c'est comme d'avoir deux yeux. C'est pratique, on voit mieux. On se fait moins avoir par les histoires qu'on nous raconte. Alors que moi, ça me permet d'interroger mes valeurs, entre guillemets, françaises, et ma culture française, d'interroger ma culture italienne. Et j'espère en tirer le meilleur. Et dans les histoires, il y a un très, très grand répertoire de contes, de chansons, de danses, d'art de l'oralité en Italie, qui est une culture qui est encore vivante. Et donc, je puise là-dedans. Et puis, il y a des histoires que j'écris. Donc, je m'amuse à jouer entre ces deux cultures. Et voilà, c'est mon originalité. C'est devenu une chance d'avoir une double culture.
Est-ce que tu mets de l'italien quand tu comptes en français? Est-ce que tu mets du français quand tu comptes en italien? Sì, ovviamente, perché parlo 3 lingue, je parle 3 langues, le français, l'italien, à peu près correct, e un dialetto manfredoniano, che è veramente un dialetto della zona del mio paese, ma nessuno capisce in Francia, che comunque ogni tanto in Italia miscolo 3 lingue, je mélange les 3 langues en Italie aussi, et ça fait rire les gens parce que c'est une vraie langue comme le breton, comme l'occitan. Mais en Italie, on a eu la chance de ne pas avoir une culture jacobine qui écrase les langues régionales en les rabaissant au niveau de dialectes ou de patois ou d'insultes comme ça. Et c'est très vivant encore aujourd'hui, c'est-à-dire à Riccione, ils parlent un dialecte, les anciens, et la jeunesse aussi, qui n'est pas du tout le même qu'à Manfredonia, qui se trouve à 150 km, et à Manfredonia, Monte Sant'Angelo, à 25 km, ils ne parlent pas le même dialecte non plus. Et ça donne... une langue, c'est un être au monde. Donc, quand on a 3 langues, ça fait 3 êtres au monde. C'est un peu schizophrénique, mais c'est intéressant. Voilà. Écoute, on ponctue ça en breton, et juste, évidemment, bien sûr. Grazie. Mi piace, la Bretagne mi piace molto. Et toi, Yulia? Eh ben, moi, déjà, je me régale parce que j'adore les langues. Et tout ce que tu viens de dire, c'est un beau cadeau. Donc, Oui. grazie. Et donc, je dis tout pareil. Mais dans les sens, non, moi, j'axe plus sur la langue parce que j'ai du mal avec la notion de culture italienne, parce que je me rends compte que finalement, ma culture italienne, en fait, c'est que la culture de ma famille. Qui déjà, donc, c'est une famille métisse, où moi, je n'ai pas reçu la langue de mon père. Et que ça a été toujours un grand questionnement, mais pourquoi? Après, après on ne fait jamais les choses par hasard, hein, donc on fait des études, on essaie de comprendre. Moi, j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore avec une asso qui s'appelle Dulala, d'une langue à l'autre, qui m'a permis de mettre plein de mots sur mon histoire, donc de comment on transmet une langue, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et de valoriser toutes les langues. Et donc finalement, c'est ça que je fais, moi, dans mes contes. Je mélange les 2 langues, qu'on appelle le code switching, c'est-à-dire que je fais vraiment nella stessa phrase un peu en français, un pochino en italiano, et un bien mal accent mon cerveau, parce que parfois ça fait, attends, je suis en train de dire quoi exactement, du coup avec des fautes que je ne ferais pas si je parlais dans une langue, parce qu'évidemment il y a toutes des petites choses de genre qui changent. Je dis, ah oui, mais pourquoi ils disent la mer, pourquoi tout d'un coup il mare deve essere una donna? Et si. Et pourquoi pas finalement, mais donc voilà, ça c'est un peu ma manière de faire, et aussi c'est un petit entre guillemets de combat de pas devenir l'italienne de service, c'est-à-dire que moi j'ai découvert le conte en France. Et j'ai entendu, je pense, 2 contes de ma grand-mère qui, elle, parlait en effet le dialecte des Ravenna, que ce n'était pas le dialecte de Rimini, de Riccione, c'est encore un peu différent, et que moi, je ne sais pas parler non plus. Donc, je aussi cette... en fait, je n'ai pas appris. Et je suis de cette génération que c'était... nous, on parle qu'en italien, et voilà, lingua franca, dans la maison. Moi, je me posais aussi comme question où vous trouvez vos inspirations de contes. Est-ce que vous faites du collectage? Est-ce que c'est des histoires, par exemple, Julia, des contes qui sont en français que tu retraduis, que tu t'appropries? Moi, de mon côté, j'écoute, j'essaie d'écouter le plus possible, parce que je me dis, si le conte est oral, c'est mieux quand même de l'écouter. Et je lis aussi, évidemment. J'essaye, je me régale avec des super auteurs. Mais j'essaie de trouver des vieilles éditions. J'adore l'édition, toute la collection Contes, des contes qui parfois sont, comment dire, sont plus factuels. Je ne sais pas comment dire. C'est une langue moins travaillée que, je ne sais pas, un Gougo, c'est une poésie totale et c'est difficile après de s'échapper, je trouve. Et alors que dans des recueils plus anciens, vraiment que je peux trouver dans des brocantes, et je retrouve de la matière plus brute. Et donc c'est de là que donc, je fais ma réécriture pour en faire un conte. De mon côté, moi, je n'écris pas. D'accord. Je pense que je ne suis pas encore assez
grande pour ça. Mais et je trouve qu'il y a déjà tellement, je trouve en tout cas tellement de choses. Voilà. Et c'est vrai que par contre, j'aime bien en tout cas être un peu dans différents types de contes et pas que d'un conte italien. C'était vraiment d'une commande. À un moment donné, on m'a dit est-ce que tu peux faire des contes italiens? Je dis ah oui, en effet. Donc d'accord. Voilà. Et toi, Luigi, du coup, comment tu cherches tes contes? Est-ce que tu fais du collectage? Parce que tu as dit que tu retournais un petit peu en Italie, tu prenais un peu la parole des anciens. Oui, j'ai travaillé beaucoup, moins maintenant, mais quand j'ai commencé, c'était une découverte. J'ai découvert le tambourin. Vous voyez, c'est un instrument qu'on donne aux enfants d'école maternelle en France, avec les contes, parce qu'on ne sait plus trop quoi en faire, et on se dit c'est important. Et donc on donne les contes et le tambourin aux enfants d'école maternelle qui sont bien embêtés avec ça, alors que le tambourin, c'est un des instruments les plus vieux de l'humanité. Si je commence à en parler, j'en ai pour 3 heures, donc je ne vais pas aller jusque-là. Je vais juste vous dire que c'est un instrument très intéressant, le tamburello. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous verrez des joueurs de tambourin extraordinaires. Et oui, j'ai fait du collectage auprès des anciens, mais plutôt en musique, parce que les contes en Italie, j'avais trouvé dans un recueil que les chercheurs avaient beaucoup de mal à trouver des conteuses et des conteurs en Italie, parce que ils appartenaient à une communauté. Et dans leurs histoires, ils mélangeaient les affaires de la communauté sous forme symbolique. Donc quand ils racontaient une histoire et qu'il y avait, par exemple, si je prenais un exemple au hasard, où on dirait qu'il y a le roi qui s'appelle Jupiter, eh bien d'un seul coup, tout le monde savait de qui on parlait quand on parlait du roi Jupiter. Et quand il était plein de défauts, d'arrogance, d'orgueil, de non-écoute et de mensonges à dire des choses, à faire le contraire, eh bien, on pouvait rire du roi. Et le roi qui écoutait l'histoire, ou le puissant, eh bien, il ne pouvait pas se permettre de dire « Non, racontez pas cette histoire », parce que sinon, il avouait qu'il était le roi, imbu de sa personne, traître, mesquin, méchant, etc. Et donc, il se taisait. Et tout le monde pouvait rire du pouvoir. Et donc, les villageois, les villageoises, quand il y avait des collecteurs, il n'y a pas de compteur, il n'y a pas de conteuse chez nous, ils disaient. Donc, et les vieux, ils n'ont plus trop la mémoire des histoires, ça s'est perdu comme en France avec l'industrialisation, la télévision, etc. Après, on a une grande chance en Italie, parce qu'il y a des recueils très intéressants. Il y a un recueil magnifique d'Italo Calvino, il y a un recueil magnifique de Giambattista Basile, où là, on s'aperçoit que l'oralité n'est pas du tout ce qu'on nous raconte dans Basile, parce qu'il y a des versions de Cendrillon, de La Belle au bois dormant, de tas de contes traditionnels, où d'un seul coup, on tombe sur les nues parce qu'il y a des histoires de fesses assez intéressantes et qui ont été supprimées, édulcorées, parce que, à cause des frères Grimm, qui ont dit que les contes étaient pour les enfants, parce que ça leur a permis de vendre des livres, avec aussi notre... comment il s'appelle en France Perrault, merci, que j'avais oublié, qui lui aussi a beaucoup nettoyé les contes, et quand ils ont nettoyé ces contes, les adultes connaissaient les versions. Et donc après, on pouvait en dire pas beaucoup, et tout le monde riait, ou était au courant de ce qui était enlevé. Mais au fil du temps, ça s'est perdu et on a donné les contes aux petits-enfants. Les contes merveilleux sont pour les adultes. Les enfants, il y a un autre répertoire, c'est les contes de randonnée, les devinettes, les virlangues, enfin tout un bazar. Et les contes merveilleux sont pour les adultes. Donc moi, je travaille pour mon écriture. Ça dépend. Moi, je travaille à partir de thèmes. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui me touchent, des thèmes politiques dans le sens la vie de la police, pas droite-gauche. Le terme politique, ça veut dire vivre ensemble. Et quand on vit ensemble, il y a des questions fondamentales. Et donc, par rapport aux questions que moi, je me pose, je cherche des contes traditionnels. Si je les trouve formidables, je fais des adaptations. Si je ne les trouve pas, eh bien, j'invente. Et quand j'écris sous une forme où les gens pensent que ce sont des contes traditionnels. Et ça fonctionne pas trop mal. Parce que voilà, ce qui est intéressant dans les contes, c'est la symbolisation. Et un symbole est toujours ambivalent. Par exemple, tout à l'heure, on s'est promené dans la forêt avec Giulia. Et la forêt, c'est un symbole dans les histoires. Et c'est un symbole bénéfique où on peut se réfugier, on peut se nourrir, on peut s'oxygéner, on peut retrouver une certaine paix intérieure. Et c'est aussi un symbole avec plein d'ombres, de prédateurs, on peut se perdre, etc. etc. Et tous les contes de fées, c'est des chaînes symboliques, c'est un autre langage qui est difficilement explicable, parce que c'est un langage symbolique qui ne parle pas la raison.
C'est-à-dire que la raison s'en empare, et on voit tous les livres qui ont été écrits, ne serait-ce que sur le petit chaperon rouge, on peut remplir une médiathèque, c'est formidable. Et c'est que des petits points de vue du même diamant, on va dire. On voit une facette, mais la facette ne peut pas résumer l'ensemble du diamant. Et donc, le langage symbolique, c'est ça qui est difficile pour écrire des histoires, c'est que c'est pas un langage raisonnable. C'est-à-dire, si l'auteur, l'autrice, essaie de l'oralité, moi j'écris vraiment de l'oralité, j'écris pas du tout des livres, voilà, je sais pas faire non plus. Mais dans cette oralité, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver par instinct, par d'autres voies que la raison et la raison tout simplement, très cartésienne française en tous les cas, c'est de trouver des chemins qui vont parler ailleurs, à l'humain. Et ce que je trouve très agréable, moi mon truc que je préfère, c'est d'écrire des contes familiaux, parce que on n'a pas beaucoup de spectacles, de moments de spectacles aujourd'hui en France où on peut réunir des générations et que toute la génération se régale, chacun à son niveau de compréhension. Et quand ça se passe, ben voilà, hier soir, il y a eu une soirée dans une petite ferme à côté d'ici, chez Anne-Marie et... Vincent ou Mathieu, j'ai oublié Mathieu. Non. Anne-Marie est... Bon, j'ai oublié le nom du monsieur trop gentil. Je vieillis, j'ai la mémoire qui flanche. Et il y avait des enfants de 5 ans jusqu'à des personnes qui en avaient 90. Et on a passé un moment de circulation verticale et horizontale qui nous fait tous beaucoup de bien. Et donc voilà, c'est pour ça que j'adore mon métier, pour ça. C'est que on n'est pas cantonné à une tranche d'âge. Ça circule de haut en bas, et ça circule de manière horizontale, ce qui nous rapproche du tambourin. Je vous en parlerai une autre fois. J'allais demander, est-ce qu'on compte différemment à des adultes et à des enfants ? Ou est-ce que toi, tu parles de spectacle familial, donc tu veux parler de la même façon à tout le monde ? Est-ce que c'est tout le temps comme ça ? Comment, de toi, de ton côté, Julia, comment tu fais ? Moi, je dirais qu'à chaque fois, j'essaye de me connecter avec qui est là, avec qui est plus ou moins présent. Tout à l'heure, c'était beaucoup de réponses d'enfants, et c'est vrai que c'est un public qui est très généreux, avec qui je suis vraiment dans la même longueur d'onde, parce que je pense que j'ai toujours plus ou moins 4 ans et demi. À l'aube de mes 46. Mais, et c'est une manière de fonctionner qui, je pense qu'on est proche. Donc, je fonctionne bien avec des enfants parce que je pense comme un enfant pour certaines choses, probablement. J'ai plus de facilité de communiquer. Mais après, je sais pas, ça fait 2 semaines que j'étais dans un EHPAD et je me connecte avec qui est là, avec ce qui se passe, et je vais probablement retrouver aussi des choses dans le même conte que je n'aurais pas trouvé si... et j'ai dit des mêmes choses, que ça peut être une image, comme une manière de présenter, ou d'arriver sur un moment clé du conte. Donc, s'il y a quelque chose que je mettrais à part, ce serait plutôt sur les 0-3. Pour la toute petite enfance, je pense qu'il y a une autre manière... de présence pour raconter aux 0-3, et que je trouve important et que même, en même temps que je pense, c'est dommage qu'on ne puisse pas se le donner pour le plus grand, parce que tu parlais justement de quelque chose qui n'est pas réfléchi. Et moi, j'aime bien les jeunes publics parce qu'on peut moins réfléchir, être plus dans la sensation. Avec des 0-3, on peut être touché, on peut être dans ça, et je pense que ça ferait du bien à tout le monde si on pouvait avoir des moments comme ça. Alors justement, tu parles de technique. J'imagine, enfin on disait ça avec Sandrine hors micro, alors on reçoit le conte tel qu'on est, donc chacun reçoit le conte avec ce qu'il est, avec ce qu'il ressent, son vécu, mais chaque conteur est unique et chaque conteur a sa façon de faire, sa voix, sa posture. Je sais que vous êtes différents dans le conte. Toi, tu utilises un instrument, un tambourin, tu peux nous en parler? Tambourin, guitare à battente, organette, flottino. J'utilise beaucoup d'instruments quand je suis tout seul. Et je fais aussi beaucoup de spectacles avec des musiciens multi-instrumentistes très très talentueux. Et là, je joue moins de musique, c'est eux qui font la musique. Et voilà, quoi. Parce que la musique est un langage très particulier, qui a ses règles, qu'on appelle le solfège, ça fait peur à tout le monde, mais la grammaire française, c'est aussi des règles. Et si on ne respecte pas les règles,
comprendre mal, difficile, si on mélange tout, vous voyez bien. Et donc, voilà, je travaille ça, puis je travaille aussi la lumière, parce que quand on est sur scène, c'est un autre langage, la lumière. Après, j'ai simplifié, moi je suis assis ou debout devant un micro, je ne bouge plus du tout, parce que ça sert à, enfin, pour moi ça sert à rien. Donc je suis assez minimaliste après 30 ans d'expérience. Et c'était quoi la question? J'ai oublié, c'était quoi? Eh ben, c'est exactement ce que tu es en train de répondre. C'est quoi ta technique à toi? Eh ben voilà, je mélange. Voilà. Je Toi, mélange. t'es assis, mais je mélange les langages et je suis le minimaliste. Parce que ce qui m'intéresse, mon objectif d'artisan, parce que je me considère plus un artisan que comme un artiste, parce que je trouve ça très facile de dire je suis un artiste. Ça veut rien dire. Il n'y a que le public qui peut dire oui, j'ai vécu un acte artistique. Et dans le conte, encore plus que dans les autres arts, parce qu'il n'y a quasiment rien, juste des mots, de la musique pour moi. Et c'est le public qui peut dire oui, j'ai assisté à un acte artistique ou pas. Mais après, puisque ta question parlait de technique, moi je me considère comme un artisan. Et ça fait 30 ans que je travaille sur mon artisanat sérieusement, un peu de manière obsessionnelle par moment. Mais on a tous nos folies, au moins celle-là, je la trouve assez positive pour moi en tous les cas. Et je travaille comme un artisan. Ce qui m'intéresse, c'est comment, en racontant une histoire, avec un minimum de gestes, de posture, de regard, de changement de voix, etc., de toute la musicalité qu'il y a dans la langue et toute la musicalité qu'il y a dans la musique, évidemment, comment le public peut, à la fin d'un spectacle, venir me dire, adulte, et souvent, c'est plutôt les enfants qui s'expriment comme ça, « Oh, merci monsieur, il était bien ton film. » Et là, quand ça marche, j'ai fait mon travail d'artisan comme un boulanger, comme un pâtissier, ou un maçon, parce que j'ai une formation de maçon par mon père qui était maçon, qui voulait que je prenne sa suite. Et quand ça marche, ça m'épate, ça m'échappe. Mais ce que je trouve très chouette aujourd'hui, en tous les cas, par rapport, si on voulait noter une spécificité de cette discipline, qui est très mal considérée par la culture du cercle 1, c'est-à-dire les scènes nationales et les centres culturels, parce que quand même, un mec tout seul sur scène, ça le fait pas, on a 200 mètres carrés de plateau, etc. C'est que, c'est comme ça, c'est pas grave, ce que je trouve formidable, c'est que ça stimule l'imaginaire des spectateurs, et l'imaginaire, c'est un muscle qui a besoin d'entraînement. Et aujourd'hui, on est tellement saturé d'images imposées que le champ imaginaire du monde se réduit. Et là, dans les contes, d'un seul coup, comme dans les rêves, tout est possible. Et quand l'imaginaire du public se met en route, il voit l'histoire, il n'y a rien, mais ça m'est arrivé d'aller rejouer un spectacle avec des copains musiciens dans une salle, ou avec les Jeunesses musicales de France, que je remercie au passage parce qu'ils sont vraiment formidables, où les organisateurs locaux viennent me voir et me disent « Mais l'année dernière, quand même, t'étais plus sérieux. » Et je dis « Mais pourquoi ?» Ils disent « Bah ouais, il y avait un décor, t'avais amené un bateau de pirates, il y avait la baleine qui traversait le plateau, et là, il n'y avait rien. » Et je dis « Mais l'année dernière, il n'y avait rien non plus. » Et il a fallu que les autres bénévoles qui avaient assisté à la représentation de l'année d'avant leur confirment que l'année dernière, il n'y avait rien. Mais eux, dans leurs souvenirs, ils s'étaient construits tout un décor, des lumières, un bazar incroyable, les pirates, le trésor, le bateau, puisque ça se passe sous la mer, cette histoire. Et ben voilà, ça, c'est une spécificité de cette discipline, de stimuler l'imaginaire. Et quand on imagine quelque chose, eh bien, on sait bien qu'on peut l'incarner, la réaliser. Et donc, c'est important pour vivre ensemble et pour créer des rêves pour une société plus douce, plus humaine que celle où nous entraînent les gens qui ne pensent qu'à l'argent. C'est dommage de penser qu'à l'argent. Parce que quand on meurt, on le laisse là, cet argent-là. Et je dirais en plus qu'il n'y a pas besoin de tout comprendre. Moi, je prends l'axe des langues dans l'espoir que ça fasse un effet ou que ça fasse joli ou que ça fasse non. C'est juste une manière de dire on peut lâcher. Et parfois, je m'amuse avec d'autres langues que l'italien. Et je m'amuse à faire ça aussi avec des amis, avec des langues plus éloignées, comme du mandarin, du russe. Et ça marche.
Et ça marche parce qu'on est là et on veut communiquer. C'est vrai que moi, je suis plutôt aussi pour communiquer avec le corps parce que c'est quelque chose que j'essaye de ne pas bouger en ce moment en faisant beaucoup d'efforts. Mais c'est un langage que j'aime bien aussi. Mais parce que ça fait partie de moi. Et ce n'est pas imposé. Moi, je trouve que ce qui est dommage, c'est quand on veut trop mettre de manière trop volontaire et donc forcément, il n'y a plus cette place pour que l'autre soit libre d'imaginer. Et donc voilà, pour moi, les langues, c'est ça aussi. Alors pour finir ce podcast, parce que malheureusement, on ne peut pas rester au micro toute la journée. Moi, j'aime bien entendre les gens parler. Oui, moi aussi. C'est très beau. Non, on va vous encourager à aller les voir sur scène. Bien évidemment, il faut aller voir les conteurs et les conteuses. Ça, on ne vous le dira jamais assez. Et puis, si vous écoutez ce podcast, c'est que cette année, c'est terminé, mais rendez-vous l'année prochaine. Donc, avant de finir, moi, j'aimerais bien qu'on ait un petit extrait de chacun de votre façon de conter, qu'on puisse... On vous a entendu, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait d'un petit conte, ce que vous voulez, juste pour qu'on puisse profiter encore un petit peu. Prego. Ok. Bianca come il latte, rossa come il sangue, il mio sogno incontrerò. Bianca come il latte, rossa come il sangue, il vero amore ritroverò. Et celui qu'on entend, c'est un garçon, un prince. Ah oui, il court. Il court parce que lui, il a une vision, il a une mission, il veut trouver una donna, bianca come il latte, rossa come il sangue, tout le monde le regarde et dit, mais mon garçon, ce qui est rouge n'est pas blanc, ce qui est blanc n'est pas rouge, il faut choisir, on ne peut pas avoir les deux. Mais lui, il l'a vu là, parce que l'autre jour, mangiando una ricotta, di quelle belle ricotte di bufala, proprio buone, che si fondono in bocca, et ben, dans la hâte de manger cette ricotta, il s'est coupé, une goutte de sang est tombée. Et elle a su que ça existe, une femme comme ça. Et alors il court, bianca come il latte, rossa come il sangue. Il cherche partout. Corri, ragazzo, corri. Merci. Est-ce qu'il va la trouver En tout cas, je l'ai vu courir. Moi aussi. Je l'ai vu courir et j'ai vu la ricotta et la goutte de sang. Je parle pas italien, mais j'ai bien suivi. Quand même, je vais vous faire entendre un peu le tambourin. En attendant de trouver un bout d'histoire qui fasse sens. Il était une fois un jeune homme qui depuis son enfance dans son village entendait les anciens qui disaient « La vérité est belle, jeune et désirable ». Alors un jour, quand il est assez grand pour prendre son destin en main, il a mis le chemin sous ses pieds. Passo dopo passo, il cammino è fatto, le pied double le pied, le chemin est avalé. Et ce jeune homme est devenu un homme qui marchait sur les chemins de la terre pour trouver la vérité, belle, jeune et désirable. Et ceux qui viendront ce soir, 26 je crois, 25. 25, ouais, je suis en avance. Je suis un homme du futur. 25 mars 2026 à Briec. Eh bien, vous pourrez entendre la suite de cette histoire. Car là, je ferai un autre exercice. Je vais raconter un récit de vie. C'est mon premier récit de vie. C'est un autre artisanat complètement différent. Où je raconte un chemin que j'ai fait de mes racines italiennes jusqu'à mes racines françaises. Où j'ai fait 1200 km à pied en 2022. Et voilà, si vous voulez, vous écouterez ça. Et c'est un spectacle, là ce soir je tremble un peu parce que je vais essayer de faire 1h30, alors que le spectacle, et aujourd'hui il existe en 5 épisodes d'1h15, que je raconte par épisode, comme dans les séries, parce que les conteurs, évidemment, ont inventé les séries bien avant Netflix et bien avant tout le monde. Et ce qui est intéressant aussi dans le conte, et je pense que Giulia, en voyant son travail tout à l'heure, elle pourra le confirmer, c'est que je ne fais pas de récitation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où j'apprends mes textes par cœur, sauf les textes de chansons qui émaillent le spectacle, parce qu'une chanson, c'est encore un autre artisanat. Mais le conte, pour moi, c'est une parole spontanée,
parce que ça s'est toujours pratiqué comme ça depuis des millénaires. Et je pense que tous les conteurs qui nous ont précédés, les troubadours, les aèdes, etc., qui racontaient aussi en musique, avec leur corps, évidemment, parce que sans corps, il n'y a pas de voix. S'il n'y a pas de voix, il n'y a pas d'émotion. Enfin bon, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas jeter son corps à la poubelle quand on raconte. Il y en a besoin. Ils improvisaient. Et aujourd'hui, il y a une tendance à apprendre par cœur, ce qui est très bien. Mais moi, je raconte par corps. Et ça crée une fragilité et une puissance, comme dans le jazz, quand les gens ils improvisent. Et improviser, ça fait très très peur quand je dis ça, par exemple, à des directeurs de scène nationale qui vous improvisez, mais vous allez vous planter. Et je dis, ben non, ou enfin oui, peut-être, ça fait partie du jeu. Mais c'est ce fil-là qui est intéressant parce que ça crée une urgence de l'instant présent où le public, par expérience, est très sensible. Et ça crée des émotions, un parcours imaginaire qui est très différent du théâtre, par exemple, ou du seul en scène. C'est d'autres énergies. Outre la chanson, outre la danse, chaque art a ses avantages et ses inconvénients. Mais enfin, pour moi, voilà, c'est vraiment une histoire d'improvisation. Là, le petit bout que je vous ai fait, si les gens écoutent et réécoutent cette histoire un jour, ils verront que je n'utilise pas les mêmes paroles. Parfois, je change d'instrument juste pour me mettre en danger. Mais voilà, et l'improvisation, c'est un art d'écriture spontané. Et donc, voilà, ceux qui étaient là hier soir au spectacle ont pu voir... voilà, il y a une parole qui sort qui est comme quand je vous parle là maintenant. Et pour finir, encore un petit truc, c'est que j'ai parlé de symboles tout à l'heure, mais ce qui est formidable quand même, c'est quand on parle, on fait qu'utiliser des symboles. Un mot, en soi, il veut rien dire et il veut tout dire. Et quand on s'entend, ben on se comprend. Mais dans cette compréhension, il y a un immense malentendu, parce que là, je peux vous dire que nous sommes dans une salle blanche qui est très bien refaite avec un canapé bleu et une table. Ça suffit pour qu'on se comprenne. Pourtant, vous ne savez pas la table, quelle taille elle fait, ni la salle, etc., etc. Et dans les contes, c'est la même chose. Et ce champ symbolique qu'offre la parole, qu'on utilise tous les jours sans y penser, eh bien, ça ouvre le champ des malentendus, littéralement mal entendus, qui ouvre la porte à la poésie, à des dimensions de notre humanité qui sont déraisonnables. Et puis, quand la parole est maltraitée, comme en ce moment dans la place publique, où les gens ils sont capables de dire devant l'Assemblée nationale « je n'ai pas de compte en Suisse », et j'ai oublié le nom de ce bon ministre des Finances qu'on avait à l'époque, c'est trahir un pacte de vivre ensemble, de ne pas tenir sa parole publique. Et donc, dans mon métier, je fais attention d'être à la hauteur des histoires que je raconte. C'est pas toujours facile, c'est même très difficile. Mais c'est important, c'est très important. Et on improvise tous. Là, on a parlé ensemble, on a tous improvisé. Et on s'est compris. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce merveilleux podcast. Moi, j'ai juste envie de rester ouais. assise sur ma chaise à écouter. Oui, moi aussi. On vous donne rendez-vous donc sur les spectacles de Julia et de Luigi. Allez les voir partout en France, partout où ils passent, même dans le monde, à l'étranger, si vous nous écoutez depuis l'étranger. Et puis sinon, si vous passez à la médiathèque, à Briec et à l'Artémuse. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, Au revoir, ciao. à la prochaine. Ciao. Mille grazie, ciao a tutti e a tutte, ciao ciao. E la figlia di bella figlia che nati che non ne che me ne via pure la mamma ce lo diceva che nati che non ne mia figlia Lucia la figlia di bella figlia che nati che me ne via pure la mamma ce lo diceva che nati che non ne mia figlia Lucia